Bonjour, je vais vous présenter le rapport de l'homme à la pandémie sous l'angle philosophique et éthique, en posant la question de savoir comment gérer d'un côté l'incertitude qui relève de la stratégie et les dilemmes moraux qui relèvent de l'éthique. Concernant la gestion de l'incertitude, je vais aborder dans un premier temps la méthode pour cerner le phénomène pandémique avant d'appréhender la philosophie de l'action qui doit inspirer les décideurs. Commençons donc par dire un mot de la gestion de l'incertitude. On est dans une situation de gestion lorsque on n'a pas pu prévenir une crise. Et les philosophes se sont beaucoup intéressés à la question de la surprise, de l'imprévu aux conséquences majeures. L'un d'entre eux, le dernier, est Nassim Nicolas Taleb, qui a écrit Le Cygne noir. Le cygne noir représente cet événement inattendu. Les hommes, tant qu'ils ont toujours vu des cygnes blancs, pensent que le blanc est une couleur qui est inhérente au cygne, qui est une propriété intrinsèque du cygne, jusqu'au jour où, au XVIIe siècle, on découvre des cygnes noirs en Australie. Eh bien, avec les phénomènes pandémiques, nous sommes dans la même situation, c'est-à-dire que d'habitude, paniquer ne nous sert à rien. On se fait du souci, on se fait peur pour pas grand-chose. Et finalement, un jour, il aurait fallu paniquer, il aurait été rationnel de paniquer au moment du patient zéro, mais nous n'avions pas les informations, nous nous étions fondés sur des informations incomplètes, comme ceux qui pensaient jusqu'au XVIIe siècle que tous les signes étaient noirs. Donc la pandémie, c'est un peu un signe noir, c'est-à-dire un phénomène surprenant dont les conséquences sont majeures et que l'on interprète rétrospectivement comme étant lié à une erreur humaine en faisant une relecture rétrospective et en projetant sur la cause de l'épidémie des informations que nous n'avions pas à ce moment-là. Alors, ces considérations sur le signe noir, on les trouvait déjà chez Hume, qui a remarqué lui aussi que tant qu'on a vu des signes blancs, on ne peut pas faire tout le tour de la planète et explorer tous les recoins de la nature pour s'assurer que tous les signes sont blancs. Donc, on prend le risque de dire tous les signes sont blancs. Et un jour apparaît une catastrophe, mais il était impossible de la prévoir puisqu'on se réfère simplement à notre expérience passée. Par ailleurs, Hume ajoute une faiblesse liée à l'esprit humain, qui est l'incapacité de se projeter dans l'avenir. Nous savons à peu près ce que nous allons faire demain, après-demain. Dans une semaine, c'est déjà beaucoup plus flou. Alors, a fortiori, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, raisons pour lesquelles les hommes n'arrivent pas à se préparer à une pandémie. Par exemple, le Comité national d'éthique avait rendu un avis, et ce n'est pas la seule institution, il y a 10 ans, en mettant en garde contre le caractère inéluctable d'une pandémie qui, de toute façon, allait arriver, mais il est très difficile de se projeter dans l'avenir et de croire à la catastrophe dans la mesure où nous n'en avons pas la certitude, nous ne savons pas comment le virus va se propager, ni à quel degré de virulence. Ces incertitudes multiples font que nous n'arrivons pas à nous mobiliser et à paniquer quand il aurait été nécessaire de paniquer. À cela s'ajoute, comme le remarque le Comité national d'éthique, le fait que les pandémies n'obéissent pas à des régularités, à des cycles qu'on pourrait séquencer. À preuve, au siècle précédent, nous avons eu 3 cas de figure de grippe. Et la première grippe, la fameuse grippe dite espagnole, date de la fin de la Première Guerre mondiale. Elle est séparée d'une quarantaine d'années de la seconde, qui elle-même n'est séparée que d'une dizaine d'années de celle qui lui suivra en 68. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de régularité.
Et pourtant, malgré tout, on doit essayer de se préparer à cette pandémie puisque c'est un fléau qui a toujours accompagné l'humanité dans son histoire. Mais comment faire? Il faut se donner une méthode. Alors, une classique appelée démarche casuistique consiste à gérer le signe noir qui apparaît dans notre champ de perception en dessinant sa morphologie. Alors, pour un événement catastrophique, la première question, de quoi s'agit-il, appelle à la sagacité des médecins et des scientifiques. Qui prend les décisions? On est dans le registre politique. À quel moment? Donc là, il s'agit de se donner un cahier des charges, de structurer la temporalité de réplique à la catastrophe sanitaire. Comment les faire appliquer? Selon quelles modalités concrètes? Selon quel plan? Et dans quel but? Quelle est la finalité de tout le déploiement de lutte contre le virus? Alors, il faut qu'il y ait seulement quelques questions, parce qu'il y a une multitude de questions. Il s'agit de les regrouper et de les formaliser. C'est cela qui désigne la morphologie du cas. Deuxième étape de la méthode casuistique, c'est d'aller chercher dans des épisodes antérieurs des phénomènes pandémiques dans l'histoire et malgré les dissemblances, malgré les ruptures, essayer de détecter des traits de similitude qui peuvent aider à la résolution du problème de la pandémie. Donc là, l'histoire a un rôle majeur dans l'orientation des décideurs. Une fois qu'on a détecté des analogies entre la crise pandémique et celle qui lui précède, on peut élaborer une problématique, c'est-à-dire serrer les questions. Première question, comment rendre le plan efficace? C'est-à-dire, si on la décline, comment éviter des phénomènes de panique, d'épouvante, des émeutes, des rébellions, tout ce que nous apprend l'histoire. Comment rendre la stratégie collectivement acceptable? Là, on empiète sur le domaine de l'éthique, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens attendent sur le plan moral? Est-ce que la valeur santé publique est une valeur absolue et aucune autre, les libertés individuelles et la justice ne peut la concurrencer? Et enfin, s'agissant des récalcitrants, des minorités rebelles, faut-il que l'État se montre autoritaire vis-à-vis notamment des personnes qui refuseraient un vaccin jugé efficace? On a donc ici une méthode qui repose à la fois sur la morphologie de la situation et sur la recherche des analogies avec des situations antérieures. À partir de là, on a une problématique. Il faut encore, deuxième étape, se doter d'une philosophie de l'action. Alors, cette philosophie, elle se doit d'être réaliste. Selon Hegel, quand il faut agir sur les hommes, on ne doit pas les prendre tels qu'ils… On doit les prendre plus exactement comme ils sont et non pas tels qu'ils devraient être, c'est-à-dire renoncer à l'homme idéal, à l'homme qui serait rationnel, responsable, prudent, altruiste. Tous ces vœux pieux sont sans intérêt pour l'homme d'action qui va chercher sur quel levier, sur quel ressort il doit s'appuyer pour rendre son action efficace. Alors, il y en a essentiellement trois. D'abord, calculer l'intérêt bien compris de l'individu. Deuxièmement, faire appel à sa générosité limitée, ce qu'on appelle la partialité humaine, et la peur du châtiment. Je vais passer en revue ces trois ressorts affectifs de l'action réaliste. Premier ressort, c'est l'intérêt bien compris. On ne peut pas miser sur la générosité, l'altruisme, le désintérêt des personnes pour espérer vaincre une pandémie. Comme le disait déjà la Société française de santé publique il y a 10 ans,
du point de vue de la santé publique, nous savons que la protection des autres est la meilleure des barrières pour se protéger. Donc, il faut que les individus arrivent à raisonner par rapport à eux-mêmes pour pouvoir consentir à faire des efforts envers les autres. On a des exemples dans le domaine de la santé publique d'utilisation de ce ressort. J'en veux pour preuve les campagnes de l'Établissement français du sang qui part de l'individu, de gratification narcissique. Vous êtes quelqu'un qui avait du pouvoir, partagez votre pouvoir. Ou encore, vous partagez votre musique, eh bien, partagez aussi votre sang. Donc, on développe une image positive de l'individu, on part de son moi, de son narcissisme pour essayer de l'étendre aux autres. Et on voit cette prise en compte de ce qu'on appelle la partialité humaine dans les messages de la santé publique. Les épreuves peuvent rapprocher comme elles peuvent creuser encore plus les fossés. Il convient de jeter les bases de la solidarité dans la cellule familiale, on est plus facilement solidaire auprès de ses proches. Entre voisins, on voit qu'on commence à dilater un peu notre sphère d'investissement altruiste, et puis à nos collègues de travail, puis ensuite auprès des pays qui nous ressemblent, et enfin aux pays qui nous sont éloignés. On procède donc par des cercles concentriques qui sont en même temps des cercles égocentriques. Enfin, dernier point d'appui dans cette philosophie de l'action, c'est la peur du châtiment. Déjà, Aristote avait observé en son temps, donc il y a maintenant 2500 ans, que la foule, le peuple, n'obéit pas spontanément au sentiment de l'honneur, mais à la crainte, et il s'abstient d'actes honteux, immoraux, surtout par peur du châtiment, la peur de la sanction. Alors, une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir, faut-il faire peur au risque de paralyser l'action, ou ne doit-on pas plutôt inspirer un sentiment de crainte, d'inquiétude? Et probablement que la réponse est dans un juste équilibre. Ne pas rassurer, faire baisser la vigilance sans pour autant affoler, qui pourrait produire des effets de panique, d'épouvante au sein de la population. On remarque par rapport à d'autres crises sanitaires antérieures que les autorités publiques renoncent aux mensonges ou à des stratégies d'apaisement de la population qui reposeraient sur des messages pseudo-scientifiques, comme dans le cas du nuage de Tchernobyl que nous avions fait arrêter à la frontière pour éviter des effets de panique et d'épouvante. Aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme de la transparence et cette stratégie de protection du peuple paraît infantile, puérile, et il vaut mieux encore inquiéter un peuple plutôt que de le protéger sur la base d'une information erronée. Alors, dans la deuxième et dernière partie de cet exposé, j'en viens à présent à la gestion des dilemmes moraux. Je montrerai que cette gestion des dilemmes moraux est étroitement imbriquée à la gestion stratégique de l'incertitude. Il y a deux problèmes moraux essentiels en période pandémique. Le premier concerne les dérogations éventuelles au respect des libertés individuelles et le second concerne le manquement au respect de l'égale dignité des personnes au profit d'une logique sacrificielle. Alors, premier dilemme, il a déjà été abordé par les auteurs du XVIIIe siècle, comme Montesquieu, qui faisait observer que parfois, même dans une démocratie, il faut savoir suspendre pour un temps, mettre entre parenthèses les droits fondamentaux tels que se rassembler, aller et venir, et il prenait cette image du voile que l'on dépose sur les statues des dieux.
Mais cette dérogation à la liberté, il faut qu'elle soit circonstancielle, ponctuelle, provisoire. Autrement dit, il ne peut pas y avoir d'état d'urgence sanitaire permanent. Alors, le Comité national d'éthique a, dans un avis auquel j'ai été associé, l'avis 106 sur les risques liés à une pandémie grippale, fait observer que si un vaccin est efficace, si nous avons la preuve de son innocuité, eh bien, il serait difficile, dans le cas d'une pandémie aux effets délétères graves, il serait difficile de s'incliner devant cette liberté individuelle et il faudrait faire valoir une exigence de solidarité. Alors, soit la vaccination serait obligatoire, soit les personnes refusant de se vacciner devraient être confinées et exposées à des sanctions sévères. Cette démarche se recommande du fait que la personne qui refuse de se vacciner elle-même espère que la population va se vacciner, donc elle s'accorde à elle-même une faveur, elle s'octroie une exception et son principe, finalement, sa règle d'action, elle ne pourrait pas vouloir que tout le monde l'adopte, ce qui est, selon Kant, justement, l'indice du fait qu'une action n'est pas morale, c'est que je ne peux pas la vouloir pour les autres. Donc, je m'accorde un traitement de faveur et c'est ce que fait la personne qui refuse une vaccination. Cependant, la question de la dérogation aux libertés individuelles n'est pas la seule situation qui pose des problèmes moraux et c'est peut-être pas la plus aiguë. La situation la plus grave dans une pandémie, elle est celle de savoir qui allons-nous sauver en priorité. Et pour aborder ce dilemme plus aigu, je voudrais me servir de 3 approches de la notion de justice en philosophie. La première est celle des déontologistes. Il consiste à mettre l'accent sur l'égalité en dignité des personnes. La deuxième est celle des utilitaristes qui mettent l'accent sur l'aspect distributif de la justice, qui consiste à optimiser des ressources rares, l'argent, les moyens matériels, le temps et l'énergie. Et puis, la vertu d'équité qui consiste à évaluer au cas par cas, selon les contextes, quand est-ce qu'on doit se montrer égalitaire et quand est-ce qu'il faut se montrer utilitariste. Alors, développons un instant la notion d'égalité. Le Comité national d'éthique a mis l'accent, dans son avis 106 de 2009, sur la nécessité de respecter la vie privée des personnes, la confidentialité des informations, comme étant des dimensions inhérentes à la dignité. Et le Comité d'éthique relativise du même coup la valeur qu'on attribue à la santé publique en disant tout n'est pas possible au motif de la survie du groupe. Il ne faut pas que les mesures de santé publique soient attentatoires, non plus cette fois à la liberté individuelle, puisqu'on a vu tout à l'heure, la santé publique peut être attentatoire aux libertés individuelles, mais là, il s'agit de ne pas négocier avec le principe de justice qui, lui, a une valeur inconditionnelle. Ce caractère inconditionnel de la justice égalitaire est également présent dans le Code de déontologie médicale, puisque dans son article 2, le Code de déontologie énonce que le médecin exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, la personne et de sa dignité. Les considérations liées à la santé publique viennent seulement dans la phrase suivante.
Et puis, sur un plan plus philosophique, Emmanuel Kant avait, au XVIIIe siècle, attiré notre attention sur le fait que si la justice disparaît, alors c'est la vie humaine elle-même qui perd de son sens. Le groupe humain n'est plus qu'un troupeau de ruminants dont on assure la santé. Ce qui fait donc l'irréductibilité de l'espèce humaine, c'est que c'est une espèce pour laquelle l'impératif de justice est non négociable. Alors, cet impératif de justice implique qu'il ne peut pas y avoir de favoritisme ni de passe-droit, que tout le monde soit logé à la même enseigne, c'est-à-dire qu'une vie vaut une vie, et que quand nous aurons trouvé des ressources antivirales, que ce soit vaccinales ou thérapeutiques, eh bien, nous serons tous à égalité sur la liste d'attente. Et c'est important de souligner ce point, à savoir que ce n'est pas tant la survie qui conditionne la justice que la justice qui conditionne la survie. Car si l'État n'est pas juste, il s'en suivra des émeutes, un chaos de passion, un déchaînement de violence. Et là, on verra que la valeur de justice était plus fondamentale que celle de la santé publique. Mais alors, j'en viens à mes deux derniers sens de la justice. Il y a l'optimisation des ressources rares, sur laquelle les utilitaristes mettent l'accent. Comment être juste lorsque nous n'avons pas de ressources suffisantes pour toutes les personnes. Et cela peut valoir pour les médicaments lorsqu'ils sont mis au point, ou les vaccins, mais aussi pour les lits de réanimation. Nous n'en avons pas suffisamment pour tout le monde. Pour les masques, au moins pendant une certaine période, pour des respirateurs artificiels, etc. Alors, il faut ici encore formaliser les choses, se poser les bonnes questions. En la circonstance, faut-il sauver les plus âgés ou les plus jeunes ? Et si on préserve les plus jeunes, est-ce que l'espérance de vie est le seul critère à prendre en compte, ou est-ce qu'on doit aussi intégrer le critère de la qualité de vie ? Est-ce qu'on sauve les personnes les plus performantes, qui ont la plus grande espérance de vie et qui en plus ont une bonne qualité de vie, ou est-ce qu'on se rabat plutôt sur des gens qui ont une bonne espérance de vie avec une bonne santé ordinaire ? Alors, ce qui est immédiat à notre esprit, c'est qu'il faut d'abord sauver les plus jeunes. Mais quand on dit sauver d'abord les plus jeunes, ce qui représente la survie du groupe, il faut savoir de quoi l'on parle, parce que est-ce qu'on va dire qu'il faut sauver les enfants ? Les enfants, livrés à eux-mêmes, ne seront pas indépendants, ne sont pas autonomes, ils ne peuvent rien faire. Et donc, il vaudrait mieux sauver des parents jeunes plutôt que des enfants, puisque les parents, eux, peuvent s'occuper de leurs enfants. Mais donc l'enfant ne peut pas être totalement prioritaire, en tout cas, sa priorité n'est pas pensable en dehors de la priorité de ses parents. Ensuite, vient à l'esprit, après cette première considération, une deuxième qui est la pertinence du nombre de vies à sauver. Vaut-il mieux sauver 2 jeunes de 20 ans ou 20 vieux de 80 ans ? Alors, ça dépend aussi de l'objectif qu'on se donne. Si on sauve 2 jeunes de 20 ans, s'ils ont ne serait-ce que 60 ans d'espérance de vie, on a un total de 120 années versus 20 personnes âgées de 80 ans auxquelles on peut accorder 5 années d'espérance de vie. Donc, on a dans un cas, finalement, un total d'années de vie sauvées supérieur avec 2 jeunes plutôt qu'avec 20 vieux. 20 que multiplie 5, 100. 2 que multiplie 60 ou 65, on est déjà à 120. Donc, vous voyez que égrener le nombre de morts tous les jours, comme on l'a fait pendant le Covid-19,
n'est pas tellement pertinent puisqu'il faudrait savoir qui meurt et on pourrait estimer qu'un plan de lutte anti-pandémique est plus efficace, bien qu'il y ait plus de morts, si ce plan a permis de sauver plus de vies jeunes. Les utilitaristes insistent beaucoup sur cette hiérarchisation. L'un de ses tenants, qui est Peter Singer, a écrit récemment un livre intitulé « L'altruisme efficace », où il défend l'idée qu'il faut sauver le plus de personnes possible, plutôt en bonne santé, et éventuellement renoncer à maintenir en vie les personnes qui sont inconscientes ou dans un état végétatif. Si on est obligé de renoncer à notre égalitarisme, il faut faire des priorités et donc miser plutôt sur les forces vives de la nation. Mais l'objection qu'on peut faire à la philosophie utilitariste, c'est sa logique sacrificielle. Puisque là, on renonce à une valeur qu'on a considérée tout à l'heure comme non négociable, à savoir que nous sommes tous porteurs d'une valeur absolue, d'une dignité. Alors, comment faire pour combiner les deux sens de la justice? Ici entre en jeu le dernier sens, celui de l'équité. Pour éviter d'être sacrificiel, on sauvera aussi les plus malades, les plus vulnérables, les plus âgés. Et donc, on se retrouve dans un plan anti-pandémique à être présent aux deux bouts de la chaîne. On sauve les forces vives, les productifs, on peut dire même les hyper-productifs, si on pense aux médecins, aux acteurs de santé qui vont permettre le fonctionnement de la société et redonner la santé à ceux qui l'ont perdue. Donc ça, ce sont les hyper productifs qu'on sauve en priorité, mais il y a deux priorités puisqu'on se situe aussi à l'autre extrémité de la chaîne et on vient au secours des personnes atteintes de maladies graves, de handicap ou très âgées. Voilà donc comment la vertu d'équité consiste au cas par cas à s'adapter au contexte et savoir quand il faut être égalitaire et quand il faut être utilitariste, quand il faut faire prédominer la justice au sens de l'égalité en dignité, quand il faut faire prédominer des choix de priorité, rationaliser, optimiser les ressources rares et renoncer à vouloir maintenir en vie une personne qui serait très âgée avec une mauvaise espérance de vie et une qualité de vie faible. En conclusion, on a vu que la gestion de l'incertitude relève d'une démarche stratégique et que la gestion des dilemmes moraux renvoie plutôt au domaine des valeurs et de l'éthique. En un mot, la stratégie répond à la question comment être efficace, mais l'éthique, elle, prend en compte une autre question tout aussi essentielle, comment être juste. Nous avons vu que ces deux exercices de la raison stratégique et la rationalité éthique, ne sont pas incompatibles, car si l'éthique n'est pas la stratégie, il n'y a pas de stratégie efficace sans prise en compte des valeurs de l'éthique. C'est ce que disait le comité d'éthique. Un plan de lutte ne sera pleinement efficace que s'il est vraiment bien accepté par l'ensemble de la population et il ne peut l'être que s'il répond aux attentes morales des individus qui veulent toujours être respectés dans leur dignité et ne pas être sacrifiés sur l'autel du bien collectif. Nous avons vu qu'il y avait donc une tension forte entre, d'un côté, la version égalitariste et la version utilitariste. Chaque philosophie a sa légitimité. Nous pouvons les articuler l'une à l'autre en disant que la pensée déontologiste et égalitariste est le principe de base et la pensée utilitariste intervient à titre dérogatoire, par exemple quand il n'y a pas assez de lits de réanimation, quand il n'y a pas assez de ressources vaccinales pour tout le monde. Et enfin, donc,
faire honneur à la valeur dignité de la personne. Hein, le plan antipandémique de 2020 est clairement déontologiste, c'est-à-dire que c'est parce qu'on accorde une valeur absolue, une dignité aux personnes malades et aux personnes âgées que l'on a mis en œuvre un confinement total. Donc, ce n'est pas une stratégie utilitariste qui a été mise en place à l'époque de la pandémie de 2020. Je vous remercie de votre attention.